Ok, 10h00, donc on va bien commencer à l'heure. On va peut-être évidemment attendre de nouvelles personnes. En attendant, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Thomas Rochard. Euh, je suis co-gérant de la société Monsieur Lucien. Alors, Monsieur Lucien, c'est qui? Monsieur Lucien, c'est une agence web qui accompagne aujourd'hui les petites structures à se développer sur Internet, notamment en proposant de la... Hop, bonjour Sandrine. Hop, voilà. En proposant évidemment d'accompagner ces petites structures à développer donc leur visibilité sur Internet, notamment déjà par la création de logos, de chartes graphiques, de flyers, de plaquettes, donc tout ce qui est un petit peu visuel, print, etc. Derrière, vous avez aussi, on fait de la formation et de la gestion à l'utilisation des réseaux sociaux dans le domaine professionnel. On est Datadocké, organise de formations. On fait aussi de tout ce qui est accompagnement web marketing, c'est-à-dire utiliser de manière globale, on fait tous les canaux de la communication digitale pour développer cette visibilité de ces entreprises. Et on réalise aussi des sites internet, principalement sur WordPress et sur Wix. Et c'est justement dans ce cadre-là que nous allons réaliser ce webinaire. Donc, le but, c'est concrètement de présenter les étapes clés afin de se lancer dans la création, déjà, d'un site internet et ensuite dans l'utilisation notamment de WordPress. Voilà. Alors, bougez pas. Tic, tic. Hop, 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 hop. Ok. Ok, très bien. Hop, je m'occupe d'admettre les autres participants. C'est parfait. Bien, donc pour commencer, avant de se lancer dans les étapes, le but c'est de faire un petit état des lieux, un petit peu de ce qui se passe sur Internet. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, comment dire, voilà quelques chiffres. Concrètement, je ne vais pas vous apprendre quelque chose que tout le monde sait, et d'autant plus depuis ces dernières semaines un peu particulières. On passe de plus en plus de temps sur Internet. Il faut savoir qu'en moyenne, un Français passe sur Internet, tout appareil confondu, près de 4h38. Alors évidemment, c'est une moyenne. Ce serait très intéressant d'avoir les chiffres de l'utilisation d'Internet ces derniers jours. Je pense que c'est beaucoup plus que 4h38. Mais de manière globale, voilà, on passe de plus en plus de temps sur Internet et presque. Est-ce que vous m'entendez? Ok, d'accord. Désolé, on a eu une petite coupure pub. Quand je vous disais qu'on passe de plus en plus de temps sur Internet, forcément, il réduit les appels et débits. Je vous excusez, attendez, bougez pas. On va se relancer. Hop, tac. Alors, tac, tac, tac. Oui, d'accord, parfait. Bon, ben, on va rester comme ça. Toc, tac, voilà. Hop, c'est OK pour vous? Impeccable. OK. Bon, je vous prie de m'excuser, hein, le débit, le fameux débit. Tac, 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 tac. Hop, voilà, impeccable. Donc, je vous disais, on passe de plus en plus de temps sur Internet, ça c'est OK. Pour vous donner quelques chiffres rapides, concrètement, il faut savoir qu'aujourd'hui, 9 Français sur 10 se renseignent sur Internet pour une activité, un commerce, un produit. Il n'y a qu'à voir un petit peu ce que l'on fait, nous, tous les jours. La première chose que l'on fait lorsqu'on se pose une question, maintenant, c'est on va sur Google et
va rechercher l'information directement sur Internet, et d'où la nécessité derrière d'être visible pour une entreprise pour qu'on puisse la trouver plus facilement. Il faut savoir que 59% des internautes sont inscrits sur un réseau social. Il y a près de 35 millions de personnes sur Facebook en France. Donc non, Facebook n'est pas complètement mort encore. Google reste et de loin le premier moteur de recherche utilisé. Il faut savoir qu'il y a près de 60,42 millions d'internautes en France. Pourquoi c'est intéressant d'être présent sur Internet? Déjà, comme je vous le disais, la première des choses que l'on fait, c'est de rechercher de l'information sur Internet. Donc, c'est un moyen incontournable pour rechercher de l'information sur vraiment tout et n'importe quoi, mais principalement sur sur une société, pardon, un commerce, etc. On a une génération Y qui grandit et qui est de plus en plus demandeuse. Je ne vous parle pas de la génération Z qui aujourd'hui naissent pratiquement avec un smartphone entre les mains. Il faut savoir qu'en moyenne, l'âge de l'acquisition du premier smartphone est aux alentours de 10-11 ans, à peu près l'arrivée du collège. Donc c'est de plus en plus tôt. C'est un autre débat. Il y a une vraie prise de conscience de simplifier le web pour le rendre plus accessible. Il y a qu'à voir aujourd'hui tous les outils que vous utilisez sur Internet et qui ont totalement changé leur ergonomie de manière à ce que ce soit très simple d'utilisation. Et même dans les sites Internet aujourd'hui, il y a vraiment eu une volonté de rendre l'expérience utilisateur, on en parlera un petit peu plus après, le plus facile possible. C'est-à-dire qu'on trouve vraiment l'information très rapidement. Évidemment, ça permet aussi de donner une image professionnelle. Alors là, c'est tout ce qui est pôle sur de la e-réputation. On en parlera plus tard. Évidemment, c'est lorsque je vais rechercher de l'information, que je puisse la trouver facilement et que cette information soit mise à jour, soit accessible, etc. Évidemment, la chose extraordinaire aussi, c'est qu'Internet, ça permet de développer et d'entretenir sa clientèle. C'est-à-dire qu'avant, concrètement, pour la faire rapide, la communication d'une entreprise était diffusée et chacun, on faisait notre petit popote de notre côté, on faisait notre bouche à oreille. Aujourd'hui, avec Internet, le bouche à oreille est vraiment devenu digital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut interagir directement avec des marques. Aujourd'hui, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez totalement interagir avec un Decathlon, avec un Innocent, enfin que des marques et plus vraiment qu'avec des personnes. Voilà. Ça permet vraiment d'aller au plus près de sa clientèle. Évidemment, dans le cadre aussi de la recherche d'informations, le but c'est d'amener l'information à soi et d'être en veille sur l'actualité et les tendances qui existent, donc être vraiment en veille sur tout ce qui se passe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, près de 42% des entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas présentes sur Internet et seulement 25% des entreprises de moins de 10 salariés ont un site Internet. Alors là, c'est des chiffres qui sont plutôt cool pour nous, monsieur Lucien, mais c'est aussi pour montrer qu'il y a quand même pas mal de choses à faire encore du côté des sites Internet. Par rapport à ça, aujourd'hui, on dit que c'est intéressant et important d'être présent sur Internet et il y a 3 grandes manières d'être présent sur Internet. Évidemment, il y a la base de tout. La base de tout, c'est le site Internet. Le site Internet, c'est vraiment la base de votre identité numérique et ça va être le sujet principal de ce webinaire. Évidemment, à côté de ça, vous avez tout ce qui est réseaux sociaux qui permettent de créer, de fédérer des communautés ou une communauté autour d'intérêts communs. Et après, vous avez tout ce qui est référencement, SEO, SEA. Alors, il y a plein d'autres possibilités de négociation, mais on va dire que c'est les trois grands pôles. Aujourd'hui, je vous ai parlé que le site internet, c'est vraiment la base de l'identité numérique, c'est le point central. C'est que de là que tout part, hein, concrètement, je vous le dis, hein, il n'y a qu'à voir aujourd'hui toutes les expériences, tout ce que l'on réalise, nous, au jour le jour. Lorsque l'on cherche de l'information, eh bien, on va rechercher maintenant un site internet, on va voir la tête de ce site internet, le design, le contenu, voir son ergonomie, et en fonction, on va tout de suite se faire une première image de ce que la société reflète. Donc, c'est évidemment un gage de professionnalisme. Ça permet de gagner en visibilité parce que, une fois de plus, le site internet, c'est la base de tout. Et comme je vous l'expliquais, le bouche à oreille devient virtuel. Alors, pour le coup, un site internet, c'est un outil pour faire plein de choses. Ça permet évidemment de communiquer, de faire de la prospection, de la vente, de présenter ses services, d'échanger des données, par exemple, de réaliser aussi du travail collaboratif, de faire de la transmission d'informations, de la comptabilité aussi, de gestion. Aujourd'hui, on trouve des sites internet pour un petit peu tout, pour tout ce qui nous permet de faciliter notre quotidien. On va
voir différents types de sites Internet. Alors, vous avez, de manière globale, les sites Internet privés. Donc, c'est ceux qui, concrètement, sont accessibles uniquement grâce à un identifiant et un mot de passe, d'accord, les intranets, hein, de manière globale. Vous avez tout ce qui est site vitrine, que ce soit, là, c'est la plus grande partie des sites que l'on peut trouver. C'est les sites qui présentent concrètement l'entreprise, ses valeurs, les prestations, sa zone de chalandise. Le but, c'est évidemment d'abord de délivrer un discours maîtrisé sur l'entreprise. On reprend l'idée de la e-réputation et du gage de professionnalisme, et aussi lui accorder une visibilité sur les moteurs de recherche qu'on appelle le SEO, ou le référencement naturel. Vous avez aussi des sites événementiels, d'accord. Lorsqu'il y a des événements, notamment sportifs, généralement, c'est des sites qui sont faits pour aussi de la billetterie, mais pour présenter l'événement. C'est des sites qui sont souvent éphémères, c'est-à-dire que vous allez avoir le site pour les JO de Tokyo, et une fois que les JO de Tokyo seront passés, ce site n'aura plus vocation à exister, ou très très peu. C'est une sorte de flyer électronique, hein, on peut dire ça comme ça. Vous avez aussi évidemment les sites e-commerce, donc qui sont clairement les boutiques en ligne, où là vous allez pouvoir réaliser des actes d'achat directement sur les sites internet. D'accord, donc ça se voit pas mal, hein, évidemment. Ça permet de référencer les produits, de réaliser des achats directement sur Internet. Voilà. Après, vous avez aussi ce qu'on appelle des sites catalogues, donc qui sont des sites qui présentent les produits, mais qui ne permettent pas l'achat en direct. Hop. Hop. Alors, le dernier type de site internet que l'on va trouver dédié, ce sont les blogs, donc qui sont des espaces de publication, là où on va partager plutôt des articles, du contenu vraiment qualitatif sur un secteur d'activité, sur une marque, sur des conseils, sur des exemples. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que sur un site internet, vous pouvez retrouver différents types présents sur un même site internet, c'est-à-dire avoir un site vitrine qui propose aussi du e-commerce et en plus un blog. Évidemment, plus vous avez ces contenus-là, plus les sites vont être interactifs. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. On va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet de la conception et de la création d'un site internet. D'accord. Donc avec ces différentes étapes à suivre. Déjà, la première étape à suivre, avant même de réfléchir un petit peu au contenu, à la façon dont vous allez réaliser votre site internet, c'est la première étape très importante. Et pour commencer, c'est d'aller chercher votre nom de domaine. Alors, le nom de domaine, c'est l'adresse qu'on appelle URL, c'est le www.monsieurlucien, par exemple.fr. Ça va être l'identité de votre site. Concrètement, pourquoi c'est très important de faire cette première étape d'abord? C'est-à-dire, c'est que avant que quelqu'un vous le pique, concrètement, c'est plus intéressant d'avoir ce nom de domaine et de regarder ce qui se passe. Donc, bien sûr, c'est important de bien choisir son nom de domaine. Il doit être lisible et prononçable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un nom de domaine à rallonge, il faut que ce soit quelque chose d'assez accrocheur. Il faut que ça reste mémorable, simple à écrire, entre 15 et 18 caractères, donc sans l'extension. Ce qu'on appelle l'extension, c'est le .com, le .fr, le .org, le .net, toutes ces choses-là. Il faut faire attention aux existants. C'est vrai qu'il y a un vrai travail de recherche autour du nom de domaine par rapport à votre nom de marque, c'est-à-dire regarder ce qui existe. Je vous prends un exemple tout bête. On a accompagné une association qui s'appelle Madame S, qui aujourd'hui accompagne les personnes atteintes du cancer du sein, mais surtout aussi leur entourage. Et donc ça s'appelle cette association Madame S. Et la problématique, c'est qu'au début, on voulait prendre le nom de domaine Madame S, sauf que ça a ramené vers quelque chose de complètement différent, qui n'avait strictement rien à voir avec le but de l'association même. Donc, on a rebalancé pour avoir une association Madame S. Mais il faut faire très attention à l'existant et regarder ce qui existe, parce que parfois on peut avoir des problématiques, notamment de référencement naturel. De manière générale, pour avoir un bon nom de domaine, il faut éviter les tirets. Alors évidemment, vous pouvez en avoir un pour améliorer la visibilité de votre nom de domaine. Nous, on a fait le parti pris d'avoir un monsieur-Lucien. Évidemment, on a pris tous les autres aussi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de prendre toutes les déclinaisons et d'ensuite réaliser des redirections.
D'accord? Donc ça se fait très simplement depuis votre outil d'acquisition de nom de domaine, d'accord? Votre hébergeur. Ce qui fait que nous, par exemple, on a le monsieurlucien.fr, on a le monsieurlucien.com tout attaché et qu'on les a redirigés vers notre nom de domaine central, ce qui évite, comme je vous le disais, que quelqu'un vous pique un petit peu votre nom de domaine et que vous retrouviez à avoir une sorte de compétition avec cette entreprise. Donc, évitez les tirets, les chiffres évidemment, les accents et les doubles sens. Il faut, lorsque vous choisissez votre nom de domaine, comme je vous disais, il faut qu'il soit mémorable, mais il faut faire attention à ce que l'on met. Donc, par exemple, le éducon, voilà, .fr. Là-dessus, bon, un petit temps de réflexion à réaliser. Une fois que vous avez réalisé votre nom de domaine, qui est la première étape, eh ben, on va passer à ce qui va vous permettre de construire votre site internet et qui est ce qu'on appelle l'hébergeur. L'hébergement. L'hébergement, pour vous la faire très simple, c'est le disque dur, c'est une sorte de disque dur virtuel sur lequel vous allez mettre tous les fichiers de votre site internet. D'accord? Donc, vous allez avoir le choix d'un hébergeur, par exemple OVH, Gandhi, One and One, ou de Switch, pas mal. Le but pour bien choisir son hébergeur, c'est de regarder évidemment le coût, la performance des serveurs de l'hébergeur choisi, la qualité et la disponibilité du service client, ce qui est assez intéressant et important parce que concrètement, lorsqu'un hébergeur saute, c'est bien d'avoir de la réactivité pour éviter que votre site ne soit pas plus accessible pendant un temps donné. Évidemment, la facilité d'utilisation. Là, une fois que vous avez choisi votre hébergement, il y a, on va dire, deux très grandes manières de créer un site internet. Soit vous allez le faire ce qu'on appelle from scratch, c'est-à-dire que vous allez le coder vous-même, d'accord? Vous allez le développer vous-même. Bon courage, hein, parce qu'il faut pas mal de compétences. Mais vous avez aussi des outils qui sont très pratiques, qu'on appelle des CMS, qui sont des Content Management Systems, vive l'anglicisme. Et il existe, on va dire, deux grands types de CMS. Vous allez avoir les CMS propriétaires. Les CMS propriétaires, ça va être les outils comme Wix, par exemple, qui vont vous permettre d'acheter directement l'hébergement sur Wix. Et ça va être une sorte d'offre clé en main. Vous allez faire toutes ces choses-là sur le même outil. Vous allez tout avoir dans un endroit. À côté de ça, vous avez aussi, alors ça a plusieurs inconvénients, excusez-moi, le CMS propriétaire, c'est qu'on n'est pas libre de tout. C'est-à-dire qu'on est vraiment contraint parce que l'outil vous propose. Pour pallier à ce genre de choses, vous avez aussi ce qu'on appelle des CMS open source. Et l'un des principaux CMS open source les plus connus, c'est justement WordPress. Alors, quand on crée un site avec un CMS open source, le principe, c'est on va donc installer WordPress sur l'hébergement, je vais en reparler juste après. On va installer ce qu'on appelle un modèle, une sorte de thème, et on va pouvoir jouer avec les options de ce thème pour adapter le design. Le but, c'est qu'avec WordPress, vous allez avoir des outils pour éviter de coder un maximum. D'accord. Évidemment, en fonction des objectifs qu'a votre site internet ou des particularités que ce dernier doit avoir, vous allez avoir parfois la nécessité d'utiliser des plugins, des extensions, on va en reparler juste après aussi, ou de faire du développement. Alors, si vous n'avez pas de compétences, amusez-vous, parce que c'est quand même assez touchy. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur WordPress, vous allez avoir tous ces outils pour éviter de mettre une seule ligne de code. Dans tous les cas, que ce soit hébergement, nom de domaine, email, tout est dépendant, en fait, tout dépend de votre budget. Vous pouvez vraiment avoir un truc clé en main, c'est-à-dire vraiment adapté. Si vous avez besoin juste d'un petit site WordPress vitrine, vous n'êtes pas obligé d'avoir un énorme hébergement. D'accord? Donc, vous avez le choix justement là-dessus, vous avez le choix dans l'hébergement. Okay. Les avantages, c'est comme je vous l'expliquais, WordPress, le code source, donc ce qui va vous permettre de modifier de manière totale votre site internet, va être disponible. C'est-à-dire que tout est modifiable. À partir d'un WordPress, on peut faire n'importe quel type de site internet. D'accord? Ce qui est quand même assez génial. Concrètement, par exemple, un site sous Wix où, comme je vous le répète, on ne va pas avoir toute cette possibilité de codage et d'accessibilité. Vous avez une vraie communauté autour de WordPress. C'est-à-dire que dès que vous avez un problème sur WordPress, vous avez beaucoup de groupes Facebook, vous avez beaucoup de blogs sur WordPress qui vous permettent justement de pallier à parfois ces petites problématiques que vous allez pouvoir trouver. Ce qui est intéressant, c'est que
WordPress est gratuit, c'est-à-dire l'outil WordPress en tant que tel est totalement gratuit, il est accessible, il est géré en plus par la communauté, comme c'est du open source, pas mal de gens proposent des mises à jour là-dessus. Vous avez le choix libre de l'hébergeur, comme je vous le disais, vous avez plein de plugins, je vais en reparler juste après, et il n'y a pratiquement aucune limite technique du fait que le code source soit totalement disponible. Par contre, il faut savoir qu'il y a quand même des inconvénients, c'est qu'il n'y a pas d'assistance globale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas contacter WordPress pour qu'on vienne vous aider. C'est vraiment la communauté qui va vous aider dans cette tâche dès que vous allez avoir des problématiques. Il y a beaucoup de plugins qui sont vraiment géniaux, mais évidemment, ils sont rapidement payants en fonction de ce dont vous avez besoin. Beaucoup de plugins sont gratuits et sont amplement suffisants dans leur version freemium. Mais vous avez pas mal de plugins payants. Alors après, voilà, à vous de décider si en termes de budget, ça rentre dedans, mais ça se fait. Hein. Ce n'est pas non plus des sommes considérables. C'est évidemment plus vulnérable aux attaques. Pourquoi c'est plus vulnérable aux attaques? C'est que contrairement à un CMS propriétaire comme Wix, qui va se charger en fait de la sécurité du site, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que vous le payez, Wix va vraiment mettre en place un univers sécurisé autour de votre site pour éviter les attaques et tout, donc il s'occupe de tout. Contrairement à WordPress où c'est à vous de mettre en place ce qu'il faut pour éviter ces attaques-là. D'accord. Et évidemment, c'est un petit peu plus hasardeux à partir du moment où vous voulez faire des choses vraiment particulières et rentrer dans le code. On se lance maintenant dans la construction de son site internet avec WordPress. Donc, on a notre nom de domaine, on a notre hébergement, d'accord. Et le but, c'est que maintenant, on va installer WordPress au sein de notre hébergement. Vous avez deux possibilités. Aujourd'hui, la plupart des hébergements vous proposent directement d'installer automatiquement un environnement WordPress. Donc, par exemple, sur OVH, ça s'appelle un module en un clic. Ce qui fait que vous n'avez plus à passer sur le côté manuel où il faut télécharger WordPress. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sites WordPress. Vous avez wordpress.com qui fonctionne un petit peu comme un Wix, qui va vous permettre de créer des sites à partir d'un thème, etc., mais qui ne vous laissera pas toute votre liberté dans la conception, etc. Donc vraiment, il ne faut pas se tromper, allez plutôt sur wordpress.org où vous allez pouvoir télécharger le module WordPress. À partir de là, il faut créer une base de données dans votre hébergement. Il faut renvoyer WordPress sur le serveur de l'hébergement via un logiciel qu'on appelle FTP, donc FileZilla, à initialiser WordPress avec un script d'installation. Bon, bref, vous voyez que ça peut rapidement, entre guillemets, devenir compliqué. Alors, ça n'est pas tant que ça. Vous avez pas mal de guides, comme je vous l'expliquais, sur Internet et sur des blogs qui vous permettent de le réaliser vous-même. Mais rassurez-vous, la plupart des hébergeurs aujourd'hui proposent directement, notamment lors de l'achat de l'hébergement, d'installer un module en un clic, d'installer un environnement WordPress. Donc, toute cette étape d'installation de WordPress, vous n'avez pas à le faire. D'accord. Une fois que vous avez installé votre WordPress, vous avez votre environnement WordPress, vous avez votre nom de domaine, hébergement, tout ça. On y va, on peut y aller. Bon, évidemment, on ne va pas se lancer non plus à corps et âme. Le but, c'est de faire une espèce de petite to-do et de régler certains paramètres, de faire quelques manipulations à faire au tout début pour éviter des problèmes par la suite. Donc, si vous laissez ça passer, après, ça risque de chambouler pas mal de choses. La première des choses à faire, c'est de régler ce qu'on appelle les permaliens. Les permaliens, c'est tout simplement les URL de vos articles, de vos pages. C'est le format des adresses, c'est ce qu'il y a juste après votre nom de domaine. J'ai pris par exemple monsieur-lucie, alors Lucie, pas mal, lucien.fr, et vous avez le nom de ces pages. Au tout début, lorsque vous allez créer votre site, il va vous proposer plutôt comment dire, soit une structure personnalisée, soit, comme WordPress est un module de blog avant tout, un réglage sur la date et titre. Donc, vous allez avoir potentiellement un URL qui va être très très long, qui va ressembler à /2020, /03, /exemple d'article, ce qu'on ne veut pas, notamment en termes de référencement. Donc, la première des choses, c'est vraiment d'aller sur vos réglages généraux, permalien, et dans permalien, vous allez bien sûr sélectionner titre de la publication pour que ça facilite après c'est le référencement naturel, évidemment la communication autour de ces pages-là. Pensez à bien enregistrer vos modifications pour terminer, et c'est surtout très important de ne plus toucher à ce paramètre-là, tout simplement parce que
tous les liens que vous allez mettre au sein de vos pages vous ramener vers ce type de permalien. Et si vous changez, vous allez avoir beaucoup de pages perdues. Bonjour Sandrine. Oui, normalement, vous pourrez recevoir une synthèse de la formation après. Tac. On continue. Une fois que vous avez mis en place le permanent, donc qui est l'une des étapes clés, hein, vraiment, une fois que ça c'est fait, vous ne touchez plus, c'est parfait. On va poser les bases du menu. D'accord. Donc les menus, c'est ce que vous allez avoir en haut, hein, dans le haut de votre site internet, dans ce qu'on appelle le header, qui va être le lien vers les grandes sections de votre site. Généralement, un menu de base, ça va être l'accueil, la présentation des prestations, la présentation de votre entreprise, la page blog dans le cas où vous en avez un, et bien sûr une page contact. D'accord. Donc, de manière globale, c'est un petit peu ça. Pour pouvoir poser les bases de votre menu, il vous suffit d'aller dans Apparence, Menu, d'accord. Et là, vous allez pouvoir rentrer les différentes sections de vos pages. Alors, évidemment, lorsque vous allez créer votre WordPress au tout début, vous n'aurez pas de page de créer, mais vous pouvez quand même en créer une grâce au lien personnalisé. Vous choisissez une adresse avec un petit hashtag, vous mettez le nom de la catégorie juste pour que vous puissiez structurer votre header et puis que par la suite, vous puissiez rajouter vos pages à votre menu. Hop. Voilà, par exemple, un menu. Ce qui est très important à ne pas oublier, c'est qu'une fois que vous avez fait votre menu, c'est de bien cocher la petite coche menu principal, donc pour bien montrer que ce menu-là doit être affiché sur le menu principal, donc qui sera le menu dans votre header. Vous avez la possibilité aussi de créer donc, plusieurs menus, hein, évidemment, au sein de votre WordPress. Vous pouvez créer, par exemple, un menu dans votre pied de page, dans votre footer, avec vos différentes catégories et potentiellement vos coordonnées. Vous pouvez créer aussi un menu secondaire où vous allez avoir juste les coordonnées. Il y a toutes ces choses-là que vous pouvez réaliser. Quelques bonnes pratiques par rapport à votre menu principal. Déjà, il faut rester le plus simple possible, c'est-à-dire que placez-y un minimum d'éléments. Ne mettez pas trop de sections dessus parce que sinon, ça risque d'être le fouillis, on va trop en avoir, donc il faut vraiment aller à l'essentiel. Derrière, pardon. Derrière, le libellé de chaque élément doit évidemment être explicite, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache de quoi ça s'agit, hein, comme on dit. Donc, il faut que ce soit vraiment compréhensible et explicite. Dans la plupart des cas, il faut éviter d'utiliser les sous-menus trop fournis. Vous savez, les sous-menus, c'est ce que l'on a lorsque, par exemple, on va passer la souris sur une des sections, on va avoir un autre menu qui s'en va, qui apparaît, et là, on va avoir ce qu'on appelle des méga menus, donc plein de menus différents. Il faut éviter ça parce que, pareil, en termes de lisibilité et de visibilité, c'est vraiment très compliqué. Aujourd'hui, pour rappel, il faut quand même qu'on trouve concrètement ce que l'on cherche sur un site internet en moins de 3 clics. Et il y a beaucoup de manières de faire, plus facile, plus esthétique, plus ergonomique que d'avoir tout sur un seul menu. N'oubliez pas d'assigner, comme je vous l'ai dit, le menu à un emplacement dans WordPress, sinon il ne s'affichera pas sur le site. C'est ce que je vous ai montré via le fameux affiché dans le menu principal. Une fois que vous avez mis en place ça, vous avez différents outils qui existent et que WordPress met à votre disposition, qu'on appelle des widgets. Alors, les widgets, sur WordPress, c'est une espèce de petit encart que l'on peut placer à divers endroits du site. Généralement, c'est sur la barre latérale ou le pied de page de votre site Internet. Donc, il faut savoir quand même que la plupart des widgets disponibles dans WordPress sont inutiles. Voilà, la plupart. Donc, vous pouvez quasiment tous les retirer parce que les widgets, on va soit en utiliser d'autres à travers des plugins, mais la plupart des widgets que WordPress vous propose ne sont pas franchement inutiles, pas très esthétiques et vraiment pas forcément ergonomiques. Parmi les widgets que vous pouvez mettre en place, c'est par exemple une brève présentation. Les widgets doivent être paramétrés.
c'était le début. Donc, les widgets sont paramétrés en fait. C'est-à-dire que de base, WordPress va vous mettre comment dire, des widgets à disposition, une sorte de barre de recherche, une sorte de barre de recherche, les derniers articles, etc. Parmi les widgets qui me paraissent, on va dire, incontournables, il n'y a pas vraiment de widgets incontournables. Le but, c'est de savoir comment les utiliser. Je vais vous prendre l'exemple un petit peu facile de Monsieur Lucien. Nous, pour nos widgets, on a décidé d'avoir dans cette fameuse barre latérale, juste par exemple dans un cas de blog, d'avoir les derniers articles concrètement pour pouvoir accéder et aussi améliorer le référencement. Vous pouvez avoir les catégories de liens de votre blog et potentiellement aussi un appel à l'action. Donc là, c'est dans le cadre d'un WhatsApp qu'on a créé, dont je vous parlerai après. Donc, à vous de voir. Généralement, vraiment, ces widgets et cette barre latérale va principalement apparaître dans le cas où vous allez avoir un blog. Très peu dans le cas d'un site vitrine en tant que tel. Béatrice, je te propose de me reposer la question juste après sur le côté fil Instagram. On verra qu'en fait, on peut utiliser d'autres choses pour pouvoir le mettre. D'accord. La petite to-do list après installation de WordPress, c'est qu'une fois qu'on a fait donc, ces différents réglages, on va encore plus aller mettre les réglages importants, on va dire, de notre site pour que ce soit fait et qu'on n'ait plus de tout ça à faire. Donc, la base de la base, c'est aussi de mettre un titre à votre site. Donc, lorsque vous allez aller dans Réglages général, vous allez choisir le titre de votre site, sinon ça va être un site sous WordPress et slogan, un autre site sous WordPress. Donc, le titre du site, ça va être vraiment le titre que vous voulez voir affiché aussi lorsque les gens vont vous rechercher sur Internet. Donc, de ce côté-là, vous allez pouvoir gérer tout ça, bien vérifier les adresses web, les adresses du site, donc bien voir le côté, que ce soit bon, qu'il n'y ait pas de problème, votre adresse email d'inscription. Et ce qui est très important aussi, c'est de désactiver l'inscription des utilisateurs. C'est-à-dire que de base, WordPress permet aux visiteurs de s'inscrire sur votre site. Notamment dans le cas où vous avez un blog, par exemple, et vous souhaitez que ces utilisateurs puissent directement interagir au sein de votre blog. Dans le cadre notamment d'un site vitrine, vous n'avez pas besoin de ça. Il faut, on va dire, éviter ça pour aussi l'acquisition de robots et ce genre de choses. Donc, on regarde bien qu'au niveau de l'inscription, la phrase « tout le monde peut s'enregistrer » est décochée. C'est totalement inutile, notamment si vous réalisez un site vitrine. Pour un site e-commerce, ce sera différent parce qu'on va utiliser un autre module qui s'appelle WooCommerce. Alors, je ne vais pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui parce que malheureusement, WooCommerce, il faudrait faire un webinar là-dessus. Mais concrètement, WooCommerce vous propose d'avoir directement le module d'inscription plutôt qu'utiliser celui de WordPress. Très important aussi, et là on parle de référencement naturel, lorsque vous allez aller pour un site e-commerce, on ne peut pas utiliser wordpress.org. Si, gardez toutes ces questions-là et j'y répondrai juste après. Une fois que vous avez fait donc, ces réglages en général, vous avez un autre réglage qui s'appelle lecture et vous allez avoir ce petit encart qui s'appelle visibilité pour les moteurs de recherche. Vous avez la possibilité, lorsque vous créez par exemple un environnement de développement tiers, c'est ce que nous on a fait par exemple avec Monsieur Lucien. Alors, on a créé un site à côté où on va réaliser plusieurs de nos sites pour le proposer à nos clients. Et ce site-là, on ne veut pas que les gens tombent dessus. Donc, on fait en sorte qu'il ne soit pas indexé. Évidemment, dans le cas où vous créez le site de votre société, il faut absolument que votre site soit indexé, c'est-à-dire que Google puisse le trouver. Donc, c'est très important de bien vérifier que dans l'onglet Réglages lecture, que la visibilité pour les moteurs de recherche est bien décochée de manière à ce que Google puisse accéder à votre site. Après, parmi les différents détails, mais qui ont quand même leur importance, il faut ajouter ce qu'on appelle un favicon. Un favicon, vous savez, c'est le petit logo que l'on retrouve en haut de vos onglets sur votre navigateur. C'est vraiment ces petits logos qui vont être représentatifs de votre site. Ce n'est pas encore le logo de votre site, hein, mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir ce petit logo-là. Donc, pour ce faire, il vous suffit d'aller dans personnaliser votre thème, les paramètres,
identité de votre site. Et ici, vous allez pouvoir mettre votre favicon. Alors, un favicon, c'est un format carré, hein, on le voit après. Hein, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans le haut des onglets sur un Google Chrome. Il faut qu'il y ait un format carré de 512 par 512 minimum, au moins pour qu'il soit visible. Pour ceux qui ne sont pas infographistes ou qui ne savent pas voilà, faire ce genre de choses ou comment redimensionner vos logos, vous avez des outils gratuits comme Canva, par exemple, qui vous permettent de le faire. Évidemment, si vous faites appel à un graphiste, vous pouvez lui demander de réaliser ça sans problème là-dessus. Et puis, une fois que ça s'est fait, ça ne bouge pas non plus. Par défaut, comme je vous l'expliquais, WordPress vous propose déjà des contenus préinstallés. Parmi notamment les widgets qui ne sont pas très utiles, que vous pouvez supprimer aussi, il y a d'autres contenus comme le plugin qui s'appelle Hello Dolly, qui ne sert pas à grand-chose, voire qui ne sert à rien, et que vous pouvez tout à fait supprimer là-dessus, parce que c'est concrètement un plugin qui vous permet d'avoir une citation qui change tous les jours sur votre site. Donc, bon, ce n'est pas vraiment très pratique. Vous avez aussi de base une page qui s'appelle exemple de page qui est créée. C'est important de la supprimer parce que par défaut, elle est quand même indexée par Google. Donc, vous la supprimez. Comme ça, vous n'avez que les pages de votre site Internet. Et vous avez aussi un article qui est créé par défaut qui s'appelle Bonjour tout le monde, que vous pouvez aussi supprimer parce qu'il va être remplacé par les contenus que vous allez créer par la suite. Ok, très bien. Évidemment, une fois que vous allez mettre en place votre site Internet, si vous vous connectez à votre site Internet avec votre WordPress, vous allez avoir une page apparaître. Et cette page-là, ça va être la page d'accueil sur laquelle les personnes, les internautes vont tomber. Et donc, la page d'accueil. Et par défaut, ça va être la liste de vos derniers articles. Comme je vous l'expliquais, WordPress est avant tout un module de blogging, de création d'articles de blog. Donc, pour pouvoir modifier ça et mettre en place ce qu'on appelle une page statique, c'est-à-dire que vous allez réaliser votre page, vous allez créer votre page d'accueil. C'est important de dire à WordPress ensuite, moi, je veux que ce soit cette page-là qui soit affichée en tant qu'accueil. Donc, en termes de configuration, il vous suffit d'aller dans vos réglages et dans l'onglet lecture et vous allez avoir en haut la page d'accueil affiche, vous sélectionnez une page statique et dans page d'accueil, vous sélectionnez la page que vous aurez réalisée et publiée. Une fois que chose faite, ce qui est important aussi, c'est lorsque vous allez créer un site internet, c'est d'avoir un petit peu les statistiques de ce qui se passe sur votre site internet pour en tirer des conclusions, savoir quelle page est la plus visitée, quel article est le plus relayé, etc. Pour ce faire, vous avez des outils qui existent comme Google Analytics et Search Console. Donc, il vous faut créer de base un compte Google Analytics via Gmail. Une fois que vous aurez créé votre compte Google Analytics, il va vous demander l'URL de votre nom de domaine. Vous allez créer ce compte-là. Il va vous donner un petit morceau de code à insérer au sein de WordPress. Donc, c'est dans la balise Aide. Alors là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'en fait, ça dépend aussi de votre thème. Mais dans tous les cas, vous pouvez modifier ça. Aujourd'hui, tous les thèmes que vous allez choisir, moi, je vous en parlais d'un en particulier, mais tous les thèmes que vous allez choisir vont vous permettre de changer les différentes balises de code sans que ce soit tout un tatouin. Et donc, mettre en place ce Google Analytics. Vous avez aussi un plugin qui existe et qui s'appelle Google Kit, d'accord, et qui vous permet d'avoir justement toutes ces choses-là directement au sein de votre site Internet. Si vous faites une refonte de site, cette manip est à faire en dernier, je suppose, car sinon, il va traquer un site en construction. Dans tous les cas, ce n'est pas très, très grave, Céline, que vous le fassiez avant, parce qu'au niveau des statistiques, vous pouvez gérer, on va dire, les dates à laquelle ça vous intéresse. D'accord ? Google Kit, le plugin Thibaut. Donc, dans tous les cas, faites-le avant, comme ça, au moins, Google va analyser ces différents, ce qui se passe sur votre site, même si c'est en construction. D'accord ? Et après, une fois que votre site va être lancé, vous pourrez dire à Google, moi, je veux analyser à partir du moment où j'ai lancé mon site et pas au moment où c'était en construction. D'accord ? Donc, dans tous les cas, il vaut mieux le faire avant. Au moins, ça permet d'engranger des statistiques et au moins, vous êtes sûr qu'il est en place au moment où vous lancez votre site. Très important, comme je vous l'expliquais, WordPress
WordPress fonctionne donc comme ça. De base, il va vous proposer, on va dire, des thèmes par défaut. Aujourd'hui, il existe vraiment des multitudes de thèmes. Il utilise il y a beaucoup de sites qui existent qui vous permettent de créer facilement un site sous WordPress sans coder. Donc, comment orienter son choix par rapport au thème? Déjà, ça doit répondre aux objectifs de votre site. La base de la base, lorsque vous créez un site Internet, c'est de se dire à quoi va servir mon site Internet. C'est le côté objectif. On fera un autre webinaire sur le côté comment constituer un cahier des charges dans la conception de mon site Internet. Et la première étape, c'est concrètement à quoi va servir mon site Internet. Donc, à partir du moment où vous avez bien défini vos objectifs, vous allez pouvoir orienter vos thèmes. Si c'est par exemple pour un site e-commerce, vous savez que vous allez avoir des thèmes qui vont être plus adaptés pour du e-commerce. Si c'est un site vitrine, vous n'allez pas avoir besoin d'un thème e-commerce, mais plutôt un thème vitrine. Toutes ces choses-là. Une fois de plus, il en existe plein. Vous avez des sites comme ThemeForest qui vous en proposent. De base, WordPress vous en propose aussi plusieurs des gratuits, mais qui sont rapidement limités. D'accord ? Et dans tous les cas, ce qui est important, c'est de voir qu'il est facilement utilisable, adaptable. Regardez ce qu'en dit la communauté aussi. La plupart des thèmes arrivent avec ce qu'on appelle un builder, c'est-à-dire un outil qui permet de construire plus facilement les pages. Toujours, le but est de ne pas faire de code, concrètement, qu'il soit évolutif et fonctionnel. Regardez les dernières mises à jour, s'il a été mis à jour récemment, s'il est mis à jour de manière fréquente, s'il est adapté évidemment à la dernière version de WordPress. Toutes ces choses-là, c'est très important de regarder pour éviter de vous lancer dans un thème qui, au final, va devenir un vrai casse-tête. Et l'un des points aussi clés et vraiment essentiels, c'est que ce thème-là soit responsive, c'est-à-dire qu'il soit adapté à n'importe quel type de support. C'est-à-dire que lorsque vous allez regarder votre site, que ce soit sur un grand écran, un petit écran, un smartphone, une tablette, qu'à chaque fois votre site s'affiche de manière normale, ergonomique et que ça se passe bien. D'accord ? Qu'il soit optimisé pour le SEO, mais dans tous les cas, vous avez des outils qui vous permettent d'optimiser le SEO et je vais en parler juste après. Évidemment qu'il ne soit pas trop lourd, c'est-à-dire qu'il y a une vraie performance. Il y a des sites qui sont vraiment géniaux parce qu'ils proposent des trucs de dingue, mais comme c'est des sous-couches de code et plein de choses mises, ça va devenir très, 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 très lourd. Et malheureusement, aujourd'hui, le temps de chargement d'un site est devenu quelque chose d'absolument essentiel. Et évidemment, regardez entre le côté gratuit et payant. Un gratuit sera toujours plus limité qu'un payant. Nous, on a notre petit chouchou chez Monsieur Lucien qu'on appelle Divi, qui est plutôt reconnu, qui est très sympa. Vous en avez d'autres qui existent comme ça, mais nous, c'est un petit peu notre chouchou parce qu'il est vraiment très malléable et très facile d'utilisation. En termes de prix, alors on n'est pas payé par Divi pour en faire la pub, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve vraiment sympa. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir différentes, pour vous montrer un petit peu le prix que ça coûte. Donc en termes d'investissement, ça peut être intéressant. Une fois que vous avez installé votre thème, évidemment, comme je vous l'expliquais, vous avez la possibilité d'installer des extensions. Donc ces extensions, ces plugins, ça permet d'apporter en fait des nouvelles fonctionnalités à votre site et sans coder. C'est-à-dire que vraiment, les plugins, ça va être ces fameuses lignes de code que vous allez insérer, enfin qui vont être insérées par cette extension-là. Parmi les principaux, vous avez Yoast SEO qui permet justement de optimiser tout le référencement naturel de votre site, qui est vraiment très bien fait, qui est très ergonomique, qui est vraiment très, très facile d'utilisation. Vous avez un autre plugin qui s'appelle WPML, qui est un plugin qui concrètement vous permet d'avoir un site en plusieurs langues. Là où c'est intéressant, c'est que vous allez faire un site en français, vous allez faire vos pages avec vos designs en français, vous allez installer ce plugin-là et en fait, il va juste vous demander de traduire les textes sans changer, on va dire, les designs. Donc, tout va se faire automatiquement. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Vous avez un autre outil qui est très, très sympa aussi, qui s'appelle Updraft Plus. Alors, c'est des noms un peu barbares, mais Updraft Plus, c'est un site qui va vous permettre de faire une sauvegarde de votre site Internet. L'une des grandes phobies qu'on peut avoir lorsqu'on fait du WordPress, où on a de temps en temps des petites lignes de code, c'est que le site soit à un moment plus accessible et qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Enfin, ça peut vraiment devenir compliqué. Un plugin comme Updraft Plus vous permet de faire des sauvegardes de votre site à un temps donné, et ce qui fait que si jamais votre site crash, il y a une trace qui reste dans la base de données qu'on peut
aller rechercher, réinstaller, comme si de rien n'était. Ça nous est arrivé avec un client qui avait pas mal de problématiques là-dessus. On lui a installé ça et depuis, à chaque fois que ça saute, alors ça saute plus, on a de la chance, mais à chaque fois que ça sautait, on avait la possibilité de revenir en arrière. Donc c'était vraiment cool. Et ensuite, vous avez un autre outil qui est très simple, qui s'appelle Really Simple SSL. Alors ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est un plugin qui va vous permettre de mettre en place votre certificat SSL directement sur votre site. Le certificat SSL, c'est quoi? C'est lorsque vous allez prendre votre hébergement, c'est le certificat qui va vous permettre de, mettre en place un site sécurisé, c'est-à-dire de passer en HTTP et en HTTPS. Alors, vous allez prendre l'hébergement, mais il faut savoir le mettre en place sur le WordPress. Parfois, ça peut être vraiment compliqué. Donc, vous avez un plugin qui vous permet de mettre en place automatiquement, qui s'appelle Really Simple SSL, qui pour le coup est gratuit. Vous avez une version payante, bien sûr, mais vous avez une version gratuite. Et des extensions, il en existe plein. D'accord. Vous avez, pour les citer comme ça, vous avez par exemple Optimol qui vous permet ou Sumush qui vous permet de justement de faire en sorte que vos photos prennent le moins de poids possible. J'en parle juste après, mais voilà, d'optimiser un petit peu l'affichage de vos photos. Vous avez des plugins pour gérer le cache de votre site internet comme Monarch, des plugins pour pouvoir faire des inscriptions à des newsletters, des plugins pour pouvoir faire des pop-up. Voilà. Il existe vraiment des plugins pour un peu tout et n'importe quoi. Ça fonctionne un petit peu comme pour les sites, comme pour le choix des thèmes. Lorsque vous choisissez votre plugin, il faut bien voir qu'il soit adapté à la dernière version de WordPress, bien sûr, s'il a été mis à jour de manière récente, le nombre de téléchargements qui ont été faits, la note qu'il a, ce qu'il en dit, etc. Donc, vous avez toutes ces informations là-dessus. Une fois qu'on a mis en place ça, on va parler un petit peu rapidement de la structure et les designs de votre site rapidement. Concrètement, lorsque vous allez vous lancer après dans la conception de votre site Internet, à quoi il faut penser en premier lorsque vous allez concevoir votre site Internet et votre contenu? C'est la question du matin. Est-ce que ça va être A à vous d'abord? Est-ce que ça va être B à vos concurrents? Est-ce que ça va être C à votre chat potentiellement? Ou est-ce que ça va être aux visiteurs de votre site? Évidemment, lorsque vous allez créer votre contenu, le but c'est qu'il parle directement à vos clients, à vos prospects, aux visiteurs de votre site avant tout. Donc, pour pouvoir bien structurer tout ça, on pense évidemment à l'ergonomie du site. Ça passe d'abord par déterminer l'arborescence de votre site, c'est-à-dire vraiment la structure de votre site. Ça permet d'avoir une vision globale de votre site web et du parcours de navigation. La structure du site internet, donc vous pouvez le faire de manière schématisée avec justement ces fameuses questions. Quelles sont les grandes sections de votre site? Quelles sont les pages principales? Comment sont organisées les différentes rubriques? Ça, c'est vraiment quelque chose à faire avant de vous lancer dans la création des pages en tant que telles. Posez les bases. Faites ça par étapes pour éviter que vous vous perdiez un petit peu là-dessus et que votre contenu arrive ensuite adapté par rapport à ce que vous avez mis en place. Les 5 étapes rapidement pour réaliser son arborescence, c'est d'abord lister tous les contenus du site internet et ça c'est important de le faire. C'est vraiment qu'est-ce que vous voulez présenter sur votre site internet. Vous pouvez aussi analyser l'arborescence des concurrents. C'est très intéressant de pouvoir s'inspirer de ce qui se fait déjà. D'accord? Parce que si pour certains ça fonctionne, c'est que ça doit pouvoir fonctionner pour vous, mais vous en inspirez. Ne copiez pas, inspirez-vous de ce qui se fait, adaptez-le à votre société, à vos objectifs, à vos valeurs, à la façon dont vous voulez présenter les choses. Et comme ça vous permet aussi d'avoir plusieurs exemples. Vous pouvez organiser et hiérarchiser les différents contenus. Vous pouvez faire une petite maquette. Dans tous les cas, il faut savoir qu'une arborescence n'est jamais figée. Vous pouvez la tester, la recommencer, vous pouvez adapter. Un site, il est fait pour vivre. Donc, c'est jamais figé. Et ce qui est pratique avec WordPress, vraiment, c'est ce que nous, on dit souvent à nos clients, c'est que dans la conception d'un site Internet, via WordPress, c'est modulable, donc vous pouvez le faire évoluer comme vous voulez. Comment sait-on que l'arborescence d'un concurrent fonctionne? Après avoir aussi quel concurrent vous regardez, il faut voir aussi comment est fait son site. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de très bonne réponse à vous donner. Je vais faire un peu ce qu'on appelle une réponse de Normand. Le but, c'est vraiment que l'arborescence réponde vraiment aux besoins des visiteurs. Et concrètement, il faut vous mettre à la place de votre client et vous dire, moi, si j'arrive sur mon site, d'accord, qu'est-ce que je dois trouver? Quelle information je dois trouver? Et où est-ce que je dois amener le client et le visiteur sur mon site? Et plus vous allez vous mettre à la place de votre client, plus votre structure va être claire
et va répondre. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, il n'y a pas d'arborescence qui fonctionne. Le web, les réseaux sociaux, tout ça, il n'y a pas de potion magique. Si on avait une potion magique, ce serait vachement plus pratique. Mais c'est fait vraiment, c'est plutôt itératif. C'est des tests, c'est recommencer, c'est voir. Et c'est pour ça qu'aussi que l'inscription, enfin, le fait d'avoir un Analytics, Google Analytics, avec les statistiques de votre site, vous permet d'adapter aussi ça et de vous dire, bah, tiens, cette page-là, elle ne fonctionne pas, comment ça se fait? Et puis poser des questions aussi à votre communauté. Voilà, il faut savoir que ce n'est pas figé, que c'est des tests, que ça prend du temps. Et au bout d'un moment, vous allez arriver à l'arborescence, entre guillemets, parfaite pour les personnes que vous choisissez. Quel logiciel de maquette? Alors, il en existe plein, des logiciels de maquette. Vous pouvez le faire sur des InDesign, sur des Illustrator, mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser un logiciel comme Canva qui vous permet de faire des maquettes. Après, un bon vieux papier-crayon dès le début, c'est quand même pas mal. C'est quand même intéressant de revenir un petit peu au papier-crayon. Mais en termes de maquettage, voilà, vous avez plusieurs logiciels. Nous, on aurait tendance de manière gratuite à utiliser Canva, parce qu'avec Canva, Canva maintenant vous propose directement de faire des petits maquettages de sites. Alors attention aussi au maquettage, il faut que ce soit adapté au thème que vous allez utiliser. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas développeur, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. Donc si vous faites une maquette sur Canva qui est ultra, on va dire, chiadée, et que derrière vous vous retrouvez un petit peu bloqué par le thème que vous avez sélectionné, ça peut être compliqué. D'où l'importance aussi de bien choisir son thème par rapport à maquette. Alors, Odé nous dit Figma. Très bien. On ne connaissait pas, mais merci beaucoup, Odé. On ira regarder. Ça peut être très intéressant. Mais dans tous les cas, voilà, faites attention un petit peu à ça lorsque vous réalisez une maquette, que ce soit bien faisable et que ce soit pensé de manière ergonomique. J'avance un petit peu. Évidemment, après, il va falloir produire du contenu visuellement confortable et de qualité. C'est Canva, C-A-N-V-A, pardon, j'articule peut-être pas assez, Pierre. Canva, C-A-N-V-A. Voilà, pardon. Donc évidemment, ensuite, il va falloir produire du contenu de qualité. Le but, c'est que ce soit un maximum attractif, d'apporter de la valeur ajoutée à vos visiteurs, créer un petit peu ce côté affectif de l'émotion. Bref, donner envie de partager. Pour ça, lorsque vous allez vous lancer dans la création de votre contenu, plus vous allez structurer votre contenu, mieux ce sera. Le but, c'est dans tous les cas, pareil, ça je ne veux pas vous l'apprendre, on lit de moins en moins. Émile, pas de problème. Oui, il y aura un replay qui sera présent, qui sera accessible. De toute façon, on vous le donnera juste après. Donc, c'est important de faciliter la lecture de vos textes, comme je vous le disais. Pourquoi? Parce qu'on lit de moins en moins. Donc, pour le coup, plus vous allez avoir des gros pâtés de texte, moins les gens vont lire. Donc, c'est important d'utiliser des titres d'abord brefs, clairs, explicites, d'avoir des paragraphes concis qui sont centrés sur une seule idée. Gardez en tête un petit peu le concept ce qu'on appelle un pitch, d'avoir une diapo, une idée. Bah, pareil, là, ça va être un paragraphe ou un texte, une idée. D'accord? Mettez en avant des mots-clés, des chiffres clés, des phrases importantes que vous souhaitez mettre en avant avec des gras, des couleurs, etc. Ce qui est très important aussi, c'est de penser à tout ce qui est référencement. C'est aussi un peu le nerf de la guerre, hein, le SEO. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à réfléchir aussi à comment je peux mettre des liens. Si je vous prends l'exemple de la page d'accueil, c'est généralement le résumé de ce que l'on va trouver sur tout votre site internet. Le but, c'est que de la page d'accueil, on va pouvoir accéder aux différentes grandes sections de votre site internet, donc notamment à travers les liens, des boutons d'appel à l'action. D'accord. En manière de SEO, évidemment, il y a tout le texte, il y a tout le côté mots-clés. Il faut toujours imaginer que pour une page soit sensiblement déjà de base bien optimisée pour le SEO, il faut au moins un lien qui ramène vers l'intérieur de votre site, c'est-à-dire un lien qui ramène vers une autre page de votre site, et si possible, avoir un lien qui ramène vers l'extérieur de votre site. Donc, par exemple, un lien intérieur, c'est une autre page de votre site, la page prestation, et un lien extérieur, ça peut être vos réseaux sociaux, ou ça peut être toute autre chose, d'accord, vers les sites de vos clients, ce genre de choses, d'accord. Mais toujours penser à avoir un lien qui ramène vers une autre page de votre site en interne et un lien qui ramène vers l'extérieur à chaque fois. Au moins ça, comme ça, vous êtes à peu près sûr d'avoir quelque chose de base, pas trop mal. D'accord. Mettez en avant aussi vos réseaux sociaux hein, quand vous en avez, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est quand même assez chronophage et qu'on se casse un peu la tête à proposer du contenu. Donc, il faut que les gens puissent y accéder facilement derrière.
Évidemment, c'est important, c'est d'illustrer son contenu. Plus vous allez avoir des contenus illustrés, donc avoir des bonnes images. Alors, euh, avec une image, on donne 1000 mots, d'accord? Donc, trouver des visuels, des illustrations, des icônes qui vont permettre de rendre votre contenu beaucoup plus agréable à lire et plus attractif et qui va vous permettre aussi de structurer un peu plus votre contenu. Par rapport à ces images-là, lorsque vous allez télécharger des images dans des banques d'images telles que Unsplash ou autres, vous allez avoir ou si par exemple vous êtes photographe, vous avez des jolies photos qui sont faites avec des appareils de ouf. Généralement, c'est des photos. Une vidéo égale 1000 images. Oui, tout à fait. Merci Thibaut, mais je vais en parler juste après. Euh, de manière générale, les images que vous allez potentiellement télécharger vous allez potentiellement télécharger sur vos sites vont être très lourdes. Ça va être des photos qui vont faire 5 mégas. Enfin, c'est vraiment très très gros. Elles sont rarement optimisées. Imaginez toujours que votre hébergement, c'est un disque dur et plus vous allez charger votre disque dur, ou un peu comme votre bon vieux ordinateur, plus vous allez charger votre ordinateur, plus il va mouliner. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas, au contraire. Donc, il faut vraiment optimiser ces images. Vous avez des solutions qui existent et qui sont gratuites, qui sont directement en ligne et qui vous permettent de réduire le poids de vos images sans perdre en qualité, sans perdre trop en qualité. Donc, vous avez reduceimage.com, tinypng.com, iloveimg.com, iloveimg.com, qui est notre petit chouchou aussi, qui est vraiment très, très pratique. Et c'est important de vraiment penser à ça. De manière générale, il faut imaginer qu'une photo ne doit pas dépasser un poids mais maximum de 200 KO. D'accord? Donc 5 mégas, 200 KO, vous imaginez un petit peu le truc. Euh, vous avez des plugins qui existent en effet pour optimiser les images. Euh, vous avez Optimal, pardon, vous avez Smush, vous en avez beaucoup, mais c'est toujours mieux de d'abord, dans un premier temps, optimiser les images, faire une première optimisation des images et les insérer sur votre site, et ensuite avoir potentiellement un plugin qui va réoptimiser derrière les images. Mais nous, on conseille vraiment d'abord d'optimiser, d'éviter d'avoir des photos, de mettre sur vos photos de 5 mégas sur votre WordPress et d'espérer que le plugin va faire l'optimisation derrière. L'optimisation sera toujours moindre que si jamais vous optimisez d'abord. D'accord. Ce qui est important, c'est imaginer aussi que Google n'interprète pas le contenu visuel des images. Google ne va pas être capable de vous dire que, par exemple, la photo là, c'est une photo d'assiette avec du fromage, du jambon, ce genre de choses. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'attribut alt d'une image. Lorsque vous allez télécharger l'image sur WordPress, sur la droite, vous aurez différentes options avec le titre comment dire, de la photo, et vous avez l'attribut alt, et l'attribut alt, c'est là où il va falloir mettre concrètement les mots-clés pour que lorsque potentiellement les gens vont taper ces mots-clés-là, que cette photo ressorte depuis votre site. D'accord. Comme le disait très très bien Monsieur Thibaut Martinage, une image égale 1000 mots, mais une vidéo égale 1000 images. Et on peut dire que les vidéos, c'est un peu le nouveau support privilégié de la communication. Si vous avez des vidéos, évidemment, n'hésitez pas à les mettre en avant. Imaginez qu'une une image fasse 5 mégas quand elle est en Ultra HD. Je ne vous parle pas de ce que c'est lorsque c'est une vidéo. Une vidéo, ça peut faire jusqu'à 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 500 mégas. Donc, c'est rarement optimisé pour le web. Donc, on évite aussi, pareil, de mettre les vidéos directement sur les sites. C'est toujours mieux de les héberger sur des plateformes vidéo type YouTube, Vimeo, et d'aller les intégrer ensuite. Vous pouvez toujours intégrer des vidéos via YouTube sur votre site, ce qui fait qu'en fait, concrètement, la vidéo sera hébergée sur YouTube et pas sur votre site internet, ce qui fait que ça ne fera pas ramer concrètement votre site internet. Vous avez différents formats, MP4, Web, M, mais dans tous les cas, moi, je vous conseille sincèrement d'héberger d'abord votre plateforme sur des YouTube, des vidéos, et d'aller les intégrer ensuite à votre site pour éviter de faire ramer trop le site. Vous avez la possibilité de créer différents visuels. Alors, il y a quelques outils magiques pour aller chercher des visuels libres de droit. Il y a énormément de banques d'images. Nous, on en a noté quelques-unes. Unsplash, StockSnap, Pixabay, Gratisographie. Donc, il y en a plein avec des noms plus ou moins recherchés. Nous, on utilise pas mal Unsplash pour aller chercher des vidéos libres de droit. Il y en a plusieurs. Vous avez des outils de design graphique type Canva. Vous avez Crello aussi qui est sensiblement équivalent à ça. Vous avez Snap, Adobe Spark. Bref, il en existe beaucoup. Dans tous les cas, nous, on vous conseille sincèrement, lorsque vous allez ramener des visuels ou du contenu,
que ces visuels, ce soient des visuels et des contenus qui soient propres à vous, c'est-à-dire des photos qui vous appartiennent, des images qui vous appartiennent, des visuels de manière générale qui vous appartiennent, tout simplement parce que ça évite, lorsqu'on arrive sur votre site, de voir des visuels qui ont l'habitude de tourner sur les banques d'images des libres de droit, et ce sera toujours plus qualitatif si ça vous appartient. Pour terminer, je vous donne juste quelques chiffres concrètement sur tout ce qui est design. Sur la vitrine du site, il faut savoir qu'aujourd'hui, 86% des visiteurs d'un site internet souhaitent voir des informations sur les produits ou les services vendus. C'est pour ça que c'est très important de les mettre en avant très rapidement. C'est-à-dire que dès votre page d'accueil, on doit avoir la possibilité de voir ces produits ou ces services, pas de manière ultra décrite, au contraire, juste mettre ce que vous proposez et amener les gens à aller en savoir plus sur la page dédiée à ces produits et ces services. C'est très important de vraiment amener l'information. D'accord ? Pareil, sur les informations de contact, il faut savoir que près de 64% des visiteurs d'un site souhaitent voir des informations de contact. Évitez de cacher un peu ces contacts-là. Amenez les gens justement à interagir avec vous. Ce que je vous disais, Internet a permis d'entretenir et de développer sa clientèle. Le but, c'est que directement à travers votre site Internet, les gens puissent vous contacter via un formulaire de contact, potentiellement aussi via de rien, Medina, via un formulaire de contact, potentiellement la possibilité de faire des devis en ligne. Voilà, il faut vraiment avoir ces informations de contact qui soient bien visibles sur votre site. Sur la réputation, il faut savoir que 72% des internautes font autant confiance aux avis en ligne qu'aux recommandations personnelles, d'où l'importance d'avoir cette réputation, la gestion de la réputation, hein, c'est ce qui se dit de vous sur Internet, qui est bien gérée. Si vous avez des avis clients, n'hésitez pas à les mettre en avant sur votre site. Vous avez des outils qui existent comme Guest Suite, qui vous permet justement d'aller chercher ces avis et de les mettre en avant directement sur votre site. N'hésitez pas à les mettre en avant parce que regardez rien que votre expérience à vous. Lorsque vous allez acheter quelque chose sur le net, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder les petites étoiles et ce qui se dit en commentaire. D'accord ? Pareil, imaginez que pour l'achat d'un produit ou d'un service, c'est la même chose. Okay ? Je vous parlais du temps de chargement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% des visiteurs d'un site partent s'il prend plus de 3 secondes pour se charger. Okay ? De plus en plus, ce temps de chargement va être indispensable en fait à votre référencement et au fait que ça fonctionne bien sur votre site. Il faut savoir que Google Chrome est en train de réfléchir justement à une mise à jour de son application smartphone, parce que lorsque vous allez aller sur un site qui met trop longtemps à charger, au revoir Émilie, désolé, j'ai un peu dépassé, vous allez avoir une sorte de petite roue qui tourne en disant que soit c'est la connexion qui n'est pas bonne, soit c'est le site qui n'est pas bon directement. Donc, faites attention à ça, optimisez vos contenus. Vous avez des outils qui vous permettent de tester ça, notamment l'outil Google qui s'appelle Page Speed Insight. Alors, il faut modérer les propos de ce que propose cette plateforme parce que des fois, ça peut être un peu compliqué. Mais utilisez-le parce que c'est un outil important et au moins, regardez ce qui se passe et un temps de chargement pas trop important. Je vous parlais de la responsivité du site. 80% des clients ne s'engagent pas avec du contenu qui s'affiche mal sur leur appareil. Aujourd'hui, quel est l'outil que vous utilisez le plus lorsque vous allez sur Internet ? C'est beaucoup plus via votre smartphone que via votre ordinateur. Donc, si votre site n'est pas adapté sur téléphone, en effet, beaucoup de gens, ça énerve. Il n'y a qu'à voir. Avec nous, on voit sur un site qui n'est pas responsive, ça nous énerve, vraiment. Et sur le design d'un site Internet, de manière globale, 57% des internautes ne recommandent pas une entreprise avec un design de site mal conçu. Alors, il faut modérer pareil le côté mal conçu, mais aujourd'hui, le parti pris d'avoir un design épuré, aéré, avec des contenus pas trop tassés, voilà, il faut avoir un design qui respire un peu, d'accord. Pareil, n'hésitez pas à vous inspirer, à regarder ce qui se fait à côté, même dans un secteur d'activité tout autre, et ensuite à l'adapter à votre secteur d'activité. D'accord. As-tu des exemples de sites ultra tip-top du moment ? Alors, il y a Monsieur Lucien qui est pas mal du tout, qui est vraiment bien fait. Non, j'ai pas d'exemple comme ça, Thibaut. Il faut savoir qu'il y a énormément de sites qui sont vraiment vachement bien. Je connais pas alan.com, j'irai voir. Mais aujourd'hui, en fait, un site ultra tip-top, ça va être un site qui répond vraiment déjà aux attentes des utilisateurs, qui ergonomiquement, qui graphiquement amène dans une sorte d'univers
avec une vraie valeur ajoutée au niveau des visuels et des contenus, qui est responsive et qui se charge rapidement. Voilà un petit peu un site ultra top. Il y en a plein, plein. Mais j'irai voir alan.com avec plaisir. Voilà, j'en ai terminé pour ça. Je suis désolé, j'ai dépassé un petit peu de 4 minutes et 30 secondes. Juste pour vous présenter un petit peu ce que j'avais parlé un petit peu rapidement sur notre blog. On a mis en place un WhatsApp, Monsieur Lucien. En fait, le but, c'est de vous proposer tous les mardis 3 actualités digitales qu'on vous envoie directement sur smartphone. Merci beaucoup, Model Alejandro. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Clara. Donc, c'est un WhatsApp où on vous envoie toutes les semaines trois actualités digitales directement sur votre téléphone. Il suffit de rentrer le numéro 01 79 73 41 44. Bien joué, monsieur Frappin. Comment dire, de rentrer le numéro de téléphone 01 79 73 41 44 dans votre répertoire et de nous envoyer un message sur WhatsApp en nous disant tout simplement pizza. Voilà. Une fois qu'on a pizza, on va vous inscrire. Évidemment, on vous envoie tout ça. Tout est comment dire, anonyme, bien sûr, et c'est sans engagement. Si jamais vous voulez plus recevoir nos actualités digitales, vous n'avez plus qu'à nous envoyer litchi. Je ne suis pas très fan des litchi. Voilà. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse, pizza. Et puis, dans tous les cas, moi, je reste à votre disposition si vous avez des questions là-dessus. Merci beaucoup, Tania, Océane, Louise, Charlotte, Cyril, Lauriane déjà abonnée. Très, très bonne idée. Merci Thibaut. On va continuer. Merci beaucoup. Merci Marie. Alors, le numéro, Béatrice, c'est 01 79 73 41 44. Évidemment, c'est gratuit. Évidemment, c'est gratuit. Le but, c'est juste de vous amener en fait ces petites actualités digitales directement sur votre téléphone, avec notre petit regard évidemment un peu humoristique, mais c'est vraiment juste pour faire de la veille. Merci Bénédicte. Sur WhatsApp, le numéro Béatrice et Lise, je vous le laisse, hein, c'est le 01 79 73 41 44. Merci Mathieu. Merci Anne-Pierre. Merci Laureline. Merci beaucoup Bédito. Merci Florence. Avec plaisir, Vincent, avec très plaisir. Ce sera encore moi. Merci Serge, merci Alex. Ouais, prochain webinaire jeudi, animé par mon acolyte Julien sur l'utilisation de LinkedIn. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez toutes ces informations sur notre site internet justement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore de la place. Merci Aurélien, beaucoup. Merci Véronique, merci Gaël. Oui, je remercie tout le monde. Hein. Merci Elle. Merci M. Tellier. Comment est-ce qu'on peut retrouver le replay? On va vous envoyer un lien et de toute façon, nous, on va le relayer sur nos réseaux sociaux, Louise. Donc, vous aurez directement le lien vers notre replay là-dessus. Merci Odé, merci ZRG, à plus tard, au plaisir. Merci Adam Mariotte, merci Stéphanie. À la semaine prochaine, GHC. Merci Louise et merci Monica. Voilà. À jeudi. Merci Jean-Philippe. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, on reste disponible sur nos réseaux sociaux. On est à peu près partout. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein, tant qu'à faire. On profite. Oui, bon confinement à vous. Bon courage. Impeccable. Bon, bah, écoutez, en tout cas, voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce webinaire. C'était vraiment très, très cool. Je vous dis donc, pour ma part, la semaine prochaine pour le cahier des charges. Et puis, rendez-vous jeudi, 10h, pareil, avec monsieur Julien Tourme en personne, qui va vous parler donc de LinkedIn. Et vous allez voir, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Et puis, à très bientôt. Voilà. Hop.